Alors moi, je m'appelle Thomas Portier-Fontaine, je suis interne en 3e semestre, donc en 2e année pour devenir gériatre, c'est-à-dire médecin spécialisé dans les personnes âgées, c'est-à-dire aujourd'hui supérieur à 75 ans. C'est un peu le pédiatre des plus de 75 ans. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'efforts dans la mesure où on est quand même formé à réagir à des personnes malades. La différence pour nous avec le quotidien, c'est qu'il y en a plus que d'habitude sous une certaine forme, c'est-à-dire l'insuffisance respiratoire. C'est évidemment générateur de stress, mais nous, les internes, dans le service dans lequel je suis, c'est-à-dire la gériatrie, en unité de gériatrie aiguë, qui est d'accueil du coronavirus, ce sont des situations qu'on a l'habitude de rencontrer à moins d'intensité, mais ça reste quand même du domaine du connu. Donc c'est du stress habituel en fait. Donner des conseils, c'est toujours compliqué, mais en tout cas, ce que je fais, c'est que j'en parle. La médecine est un métier qui s'apprend en compagnonnage et c'est très important parce que ça nous permet de parler de toutes ces situations qui sont exceptionnelles, extraordinaires quand on n'est pas médecin, de la souffrance des gens qu'on se prend tous les jours. On en parle avec son équipe ou alors avec des amis médecins qui sont à l'extérieur. C'est la catharsis la plus efficace, c'est d'évoquer, de mettre des mots et d'en parler sans se retenir quand un patient meurt, quand une situation de stress inhabituelle, quand un chef nous casse les pieds, tout ça peut s'exprimer. Et oui, il y a une meilleure cohésion. Et c'est presque étonnant d'ailleurs, parce que toutes les équipes sont changées, refondues. Les internes de certains services qui avaient une diminution d'activité sont envoyés dans d'autres services. C'est ce qui m'est arrivé, puisque j'étais en cardiologie, je suis maintenant en gériatrie. Les infirmières, c'est pareil. Certains chefs, c'est pareil. Et cette espèce d'ennemi commun qu'est le coronavirus, en fait, soude énormément les gens. Alors même que c'est la situation est difficile, qu'on manque de matériel, qu'on ne sait pas du tout ce qui va se passer le lendemain. Il y a presque une meilleure ambiance, disons. Ce qui est différent d'autres services très présents dans les médias, comme la réanimation, c'est un service de salle. Donc, on a un nombre de patients délimité par interne et on va les voir tous les matins. Puis l'après-midi, on fait des entrées. C'est-à-dire qu'il y a certains lits libres parce que les patients sortent et donc on accueille de nouveaux patients. L'interne est autonome sur sa visite, c'est-à-dire qu'on arrive, on a entre 3 et 6 patients à voir, par exemple, en 3 ou 4 heures. Nous sommes aidés par les externes dans cette tâche-là et à la fin de la visite, on va voir le chef, on fait le bilan de tout ce qu'on a vu et on signale ce qui nous semble intéressant et lui il répond, pose des questions et valide ou pas les décisions qu'on a su prendre ou alors nous aide à en prendre d'autres. Donc la prise de décision est... je ne sais pas trop comment formuler ça, mais disons que ça fait partie de la formation de l'interne d'apprendre à prendre des décisions. C'est-à-dire que depuis le premier jour dans un service en tant qu'interne, on nous demande d'en prendre, d'essayer d'en prendre de plus en plus, d'essayer de les réfléchir de mieux en mieux. La crise actuelle ne change pas grand-chose d'ailleurs à ce processus. Et c'est pour ça que je disais que les chefs avaient une pression supérieure à la nôtre, c'est-à-dire que nous avons toujours un N+1 auquel nous référer, un N+1 qui prend la responsabilité et de nos oublis et de nos erreurs. Ça décharge un peu. Ce qui est différent quand on est de garde, aux urgences ou dans les services la nuit, par exemple, parce que le Seigneur n'est pas toujours là, pas toujours en backup immédiat. Mais là, dans une journée normale, disons, je prends peu de décisions qui ne sont pas validées par un senior. Rapidement, surtout que la question de confiance dans sa hiérarchie ne peut pas être abordée sur un point précis, dans une situation précise comme ça, sans être un peu trop manichéen. Sur les protections, sur le matériel en ce moment, il y a 2 manques différents. Il y a le matériel nécessaire pour soigner et il y a le matériel nécessaire pour se protéger. Manque de matériel pour se soigner pour des raisons diverses. Je ne peux pas jouer dessus, je l'utilise comme je peux et je m'adapte comme je peux derrière. Ça ne me met pas en danger, ça met mes patients en danger, mais le système de soins est assez adaptable pour qu'on trouve toujours une solution. Et les gens, d'ailleurs, sont de bonne volonté et aident à trouver ces solutions-là. Pour ce qui est de la protection, c'est devenu un problème de santé publique, mais aussi presque un sujet de débat public. Ce qui fait qu'il est quasiment impossible de savoir exactement ce qu'il faut faire.
les, les directives officielles ont beaucoup changé depuis le début. Rien que les masques. Quel est le bon masque? Je suis quasiment sûr que les mesures d'hygiène qui sont prises en ce moment à l'hôpital ne m'empêcheraient pas d'attraper le coronavirus si je devais l'attraper. D'ailleurs, si je ne l'ai pas déjà eu, je l'aurai probablement bientôt. J'ai la chance de faire partie d'une catégorie de population qui ne risque pas grand-chose. Bon, c'est un raisonnement qui m'est propre et que je ne souhaite pas généraliser, bien sûr. Et puis, j'ai aussi la chance d'habiter avec quelqu'un qui travaille dans une unité coronavirus, donc de ne pas craindre de la contaminer non plus et de ne pas fréquenter ma famille grâce au confinement, donc de ne pas avoir peur de contaminer les autres. Ce qui me permet d'avoir cette relative détente face à la contamination. En revanche, c'est vrai qu'on n'a pas assez de masques FFP2 pour protéger tout le monde et qu'on sait très bien que les masques chirurgicaux servent plus à protéger les autres qu'à se protéger soi-même. Après, on entend n'importe quoi. On entend d'un côté des gens dire que presque il suffirait de mettre sa main devant la bouche. C'est d'ailleurs ce qui est plus ou moins dit en Angleterre. Et d'autres qui nous disent qu'une combinaison intégrale suffirait à peine à se protéger. Sur une journée entière, il faudrait que j'ai les mains plongées dans du désinfectant en permanence, le visage de même pour être sûr de ne rien attraper. Il suffit que je me fasse ça après avoir touché une poignée de porte contaminée pour savoir que j'ai des virus sur la joue. Voilà, j'évacue ce stress parce que ça ne servira à rien de m'en inquiéter. Je me protège un minimum pour éviter de transmettre le coronavirus dans l'environnement. Mais j'essaye pas d'avoir une combinaison de cosmonautes parce qu'on n'en a pas assez. À mon niveau, c'est un avenir à court terme. Où est-ce que je serai la semaine prochaine? Quel service aura besoin de moi? Est-ce que je retournerai dans mon service de cardiologie ou est-ce qu'il faudra que je reste ici? Parce que l'hôpital est un récipient qui se remplit de patients coronavirus. Il y a 2 semaines, tous les patients qui étaient programmés en chirurgie, en exploration, tous les patients non urgents en fait, et qui font la majorité de l'activité de l'hôpital ne sont pas venus. Tous les rendez-vous ont été annulés, ce qui a fait un grand manque d'activité dans beaucoup de services et ce qui a permis à beaucoup d'internes ou de médecins de se redistribuer dans d'autres services. Sauf que maintenant qu'il y a plus de patients qui entrent que de patients qui sortent infectés par le coronavirus, il y a le système des vases communicants, les services se remplissent et mon service de cardiologie se remplit aussi. Et peut-être qu'ils auront à me rappeler. À moyen terme, j'ai peu de moyens à mon niveau de prévoir la fin du confinement, la fin du désordre du système de soins sous le coronavirus. Les gens disent 2 mois, alors partons pour 2 mois. Ça m'empêche de changer de stage alors que je devais le faire dans quelques semaines. Ça m'empêche d'avoir mon train-train habituel. Mais c'est aussi un peu exaltant de vivre sa vocation dans un moment d'agitation parce que c'est là qu'on la sent vraiment, qu'on se révèle vraiment dans ce qui nous plaît. Ça, c'est plutôt excitant d'ailleurs de vivre ça. Après, à long terme, à la fin de l'épidémie, ce sera un événement qui m'aura permis de réfléchir à ce que je souhaitais être médecin, qui m'aura permis d'agir. Ça, c'est important, ça, d'agir. Après 8 ans d'études de médecine, à lire des bouquins, agir, c'est quelque chose qui épanouit presque, même si c'est dans des situations terribles. Gérer la mort de quelqu'un, c'est ce que je faisais hier soir. C'est pas sympa, j'aime pas ça, met pas de bonne humeur. Mais ça participe à m'épanouir dans mon métier. Disons, je fais ce pourquoi je me suis engagé. C'est une satisfaction plus profonde. C'est pas du bonheur immédiat, mais on a conscience de servir.